Salut à toi voyageur, c'est Matt de Tesmania France, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale autour du Starship et de Super Heavy de SpaceX, l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à retrouver tous nos réseaux sociaux en description. Aujourd'hui, on va voir par exemple les procédés de fabrication, donc c'est-à-dire l'assemblage. On va voir aussi comment SpaceX teste ses prototypes, les objectifs de ses véhicules, mais on va voir aussi les futures missions et les futurs prototypes qui doivent arriver dans quelques semaines. Avant de parler du véhicule Starship ou encore parler des prototypes du type SN8, on doit redéfinir ce projet. Tout d'abord, en 2017, Elon Musk et SpaceX nous présentent l'Interplanetary Transport System, où on a eu un programme assez chargé. Il y a eu l'arrivée de BFR et de nombreux designs de Starship. Bon, pendant plusieurs années, on savait vraiment pas sur quoi on allait se diriger, mais par exemple, on a eu BFR qui veut dire Big Fucking Rocket, et ouais, ils ont de l'humour chez SpaceX. Bon, pendant des années, on nous a fait rêver, on nous a sorti des vidéos comme celle-là ou encore celle-là. Néanmoins, en août 2019, un bond de 150 mètres a eu lieu avec Starhopper. C'était un prototype à petite échelle du véhicule final. Mais le 29 septembre 2019, tout va changer. Elon Musk et toute sa troupe nous présentent une actualisation du projet avec son prototype visuel MK1. Donc ce nom fait référence bien évidemment à la première armure d'Iron Man qui se nomme MK1, c'est la première qu'on voit dans le film, qui est d'ailleurs très métallique avec un manque de finition cruel. Ah là là, ça me rappelle bien sûr MK1 de SpaceX. Et donc pendant cette conférence, Elon Musk et SpaceX arrivent et nous présentent la nouvelle direction du projet avec Starship et Super Heavy. Mais maintenant, nous allons voir ensemble qui sont ces deux véhicules extraordinaires. Premièrement, avant de parler de Starship ou de Super Heavy, on doit parler des moteurs. Et oui, parce que c'est bien d'avoir un bout métallique, mais sans avoir de moteur, on peut pas aller bien loin. Les moteurs présents sur Starship et Super Heavy, ce sont des Raptors, ou bien Velociraptor. C'est bien sûr en référence à ces fameux dinosaures. Pourquoi avoir appelé ces moteurs comme cela? Parce que le bruit que ces Raptors, du moins que ces moteurs propagent, c'est quand même assez puissant et ça nous fait penser au cri imaginaire dans Jurassic Park. Pour vous donner quelques chiffres, la tuyère fait 1,3 m de diamètre, une hauteur de 3,1 m est présent sur ce moteur et on compte une poussée unitaire de 2 MN, soit 204 tonnes de poussée. C'est tout de même assez incroyable. Bien oui, parce que ce moteur est bien plus puissant que le moteur Merlin présent sur Falcon 9, c'est-à-dire la française Falcon 9, ou bien encore le lanceur Falcon Heavy. D'ailleurs, le moteur Merlin a une poussée de 845 kN. Donc, on a une énorme différence entre Raptor et Merlin. Le Raptor est plus puissant que le Merlin. On a bien sûr deux versions de Raptor. Bon, le premier, c'est pour la poussée atmosphérique. Et le second, bien, c'est pour le vide spatial, ou du moins, la tuyère est adaptée, elle, au vide spatial. La seconde différence entre le Raptor pour l'atmosphère et le Raptor qu'on appelle Vacuum, c'est que le Raptor pour l'atmosphère peut se déplacer sur les axes X et Z. Bref, on a aussi le booster qui se nomme Super Heavy, qui veut dire en gros super lourd, car oui, ce booster est très puissant, très lourd et très imposant. Moi, personnellement, j'aimerais pas être à côté. Ce bébé fait 70 mètres de haut, soit 25 étages environ. Un diamètre de 9 mètres est aussi présent et on a aussi 28 Raptors classiques environ. Alors pourquoi je dis environ? Tout simplement parce que tout cela change à chaque fois. C'est-à-dire que peut-être, bien demain, Elon arrivera et rectifiera tous les objectifs et cette vidéo sera peut-être obsolète. Ouais, on adore la technologie. Vous allez me dire que 28 Raptors c'est beaucoup. Et tu as raison Billy, parce que au total, on a 56 MN de poussée, soit plus de 6500 tonnes de poussée, ce qui fait beaucoup. Mais ce n'est pas fini, ce booster a deux réservoirs, un pour accueillir l'oxygène liquide, c'est-à-dire l'ox, et un autre accueillant le CH4, c'est-à-dire le méthane. On compte une capacité totale de 3400 tonnes pour cela. Alors pourquoi SpaceX a choisi du méthane? Eh bien tout simplement c'est plus facile à produire, c'est plus simple aussi à en produire sur Mars si besoin. On sait peut-être, du moins on imaginerait lier du méthane sur Mars, mais on n'est pas sûr. Donc il est plus important et plus intéressant de se diriger vers le méthane que sur l'hydrogène ou autre. Mais aussi le critère le plus important pour avoir choisi du méthane,
c'est qu'il provoque moins de dégâts sur les Raptors, c'est-à-dire sur les moteurs, et c'est plus facile à la réutilisabilité parce qu'on a moins de crasse qui s'accumulent. Donc vous comprenez vite fait que SpaceX, son objectif c'est la réutilisabilité, et le méthane peut promouvoir la réutilisabilité du booster. Bien évidemment, le booster Super Heavy, c'est revenir sur Terre. Il reviendra plus tard sur Terre comme un booster de Falcon 9. Et c'est là où tout cela sera intéressant. D'ailleurs, pour vous donner un petit exemple, en gros, aujourd'hui, la technologie Super Heavy est bien plus maîtrisée que Starship. Par exemple, sur le booster Super Heavy, on voit qu'on a des grid shins qui sont déjà présents sur les Falcon 9. Donc en réalité, ça ne sera pas non plus le plus gros challenge de SpaceX pour faire réatterrir Super Heavy, parce que SpaceX maîtrise déjà cela avec le booster de Falcon 9, c'est-à-dire le premier étage qui est certes lui plus petit, mais on est sur la même technologie. Parlons maintenant de Starship qui lui fait 50 mètres de haut. C'est un vaisseau spatial qui se logera lui au sommet de Super Heavy, c'est-à-dire il se fera propulser par le booster. Il a d'ailleurs 9 mètres de diamètre aussi, avec une capacité de charge utile de plus de 100 tonnes en orbit pass, c'est-à-dire LIO. Toujours avec des réservoirs LOX et CH4, rien ne change, mais attention, on compte une capacité 1200 tonnes de propergol, ce qui fait une quantité assez importante. Bien évidemment, le Starship est fait pour être réutilisable comme Super Heavy. Alors maintenant, il existe plusieurs versions de Starship. On a par exemple la version lunaire qui opérerait pour le programme Artemis, même si on sait qu'aujourd'hui le programme Artemis a du retard et ne va peut-être pas du tout se focaliser sur la Lune, parce que les derniers propos de l'administrateur de la NASA ne sont pas non plus très positifs pour ce programme. Actuellement, un appel d'offres est lancé et on a différents candidats pour l'annuisseur. On a le Starship lunaire de SpaceX, on a aussi Blue Origin et on a Dynetics. On a également la version cargo qui peut aller sur Mars ou encore lancer par exemple des satellites, des Starlink ou des satellites clients. On a aussi la version crew, c'est-à-dire la version habitée, qui peut emmener par exemple des humains sur Mars, sur l'ISS ou une autre station, voire peut-être une autre planète du système solaire. Et puis pour terminer, on a la dernière version qui est la version tanker, c'est-à-dire une version réservoir, où l'étage supérieur, au lieu d'accueillir des personnes ou du cargo, cet étage sera composé ainsi de réservoirs pour ravitailler un Starship par exemple, qui est en orbite autour de la Terre et qui souhaite aller vers une autre destination. Récemment, la NASA a demandé à SpaceX d'effectuer une démonstration dans les années qui suivent pour faire un échange de propergol et plus précisément de LOX entre deux Starships. Ce qui est merveilleux avec ce projet, c'est qu'on a deux véhicules extraordinaires qui forment en réalité un lanceur unique. Donc Super Heavy plus Starship. Quels sont les objectifs vraiment de ce lanceur au total, même si on sait que Starship est un vaisseau spatial et donc forcément un second étage de Falcon 9. Bien écoutez, il y a différents objectifs, beaucoup de personnes vont dire oui mais là c'est juste pour la thune, et oui SpaceX c'est une entreprise et non une association. Eux ils créent un lanceur et puis ils le mettent à disposition en facturant l'envoi. Alors déjà on a premier objectif, c'est l'envoi de plus de Starlink grâce à un volume de cargo plus important. J'ai fait le calcul et on approche des 380 satellites environ pour un lancement de Starship. C'est plus important qu'une Falcon 9. Une Falcon 9 peut envoyer environ 60 satellites maximum, même si des fois on passe en dessous des 60, par exemple 58 satellites, quand il y a d'autres satellites clients qui participent au programme Rideshare SmallSat. On aura aussi des missions pour des clients, c'est-à-dire envoyer des satellites ou bien des sondes pour des armées ou encore pour des agences spatiales ou des entreprises qui veulent envoyer des satellites, comme la dernière fois on a eu Sirius XM et on envoyait un nouveau satellite radio via Falcon 9, peut-être qu'on verra ceci avec d'autres projets. L'objectif aussi de ce lanceur, c'est d'atteindre une offre alléchante, la moins chère pour un volume plus important que les autres. On sait bien que SpaceX essaye de rivaliser avec la New Glenn de Jeff Bezos, plutôt de Blue Origin, mais aussi rivaliser avec ULA, United Launch Alliance, qui ne sont pas très copains avec SpaceX. Mais là où SpaceX a d'autres objectifs, c'est bien sûr la Lune avec la NASA. Bien évidemment, il y a un objectif plus important, c'est Mars 2022, envoyer du cargo sur Mars, la planète rouge, en 2022, mais c'est aussi atteindre en 2026 Mars avec un équipage si la NASA souhaite s'intéresser à Mars ou une autre agence dans le futur. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler de vol habité vers Mars avec un Starship. Il y a plusieurs contraintes autour de ce vol. Il y a forcément des radiations, c'est assez dangereux. La radiation, c'est pas très bon pour le corps ni pour la santé des astronautes. On a encore pas mal d'enjeux, que ce soit psychologique pour les astronautes ou encore
pour la santé des individus quand ils arriveront sur Mars, parce que c'est un voyage assez dangereux. Alors c'est génial, je vous ai parlé du Starship et c'est incroyable parce que c'est un projet passionnant. Mais vous allez me dire, mais comment on fabrique un Starship et où? Alors tout d'abord, le site de fabrication et de développement du Starship se situe à Boca Chica au Texas, dans le comté de Cameron. Ça c'est une petite information assez sympathique. Alors c'est sympa, c'est au Texas, c'est au sud, il fait chaud, il y a le soleil et tout. Sauf que des fois, on peut avoir quelques perturbations météorologiques, surtout quand c'est le moment, et du moins la saison, des ouragans. Alors c'est parfait, mais il ne faut pas oublier les Raptors. Et oui, les Raptors sont développés sur le site de McGregor, au Texas. Ça vaut toujours, hein. De toute façon, Elon va déménager au Texas, donc c'est super. Et là-bas, ils testent les Raptors. Donc par exemple, on a eu le droit à cette merveilleuse vidéo d'une upgrade de Raptors, c'est-à-dire qu'ils essaient à chaque fois, ils produisent des Raptors et ils les testent pour voir si tout va bien, et à chaque fois ils remarquent qu'il y a forcément des améliorations. Plus ils construisent de Raptors, plus la qualité augmente et plus la puissance augmente. Alors d'abord, le Starship et même Super Heavy sont fabriqués en inox 304L. Alors pourquoi? Tout d'abord, c'est moins cher, hein, c'est-à-dire que c'est de l'acier inoxydable, c'est plus durable dans le temps, bien sûr il n'y a pas de rouille, mais aussi on est sur une résistance à la pression plus importante. On a eu bien sûr les essais sur le réservoir d'essai SN7 et aussi SN7.1, et on a eu une comparaison assez contrastée. Effectivement, il a fallu de nombreux essais pour trouver la pression maximale supportée par le réservoir SN7.1 qui était lui en 304L, alors que le 301L qui était sur SN7 était vraiment moins résistant. Donc oui, le SN7.1 avait montré ses preuves grâce à l'alliage 304L. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on fabrique plusieurs sections d'acier qui forment des anneaux, qu'ils assemblent ensuite pour former des sections, et puis on passe sur l'assemblage. Alors l'étape 1, c'est de fabriquer la section de poussée, c'est là où se logent d'ailleurs les Raptors, puis ensuite on recouvre le dôme de poussée, qui lui permet de relier les différentes entrées et tuyaux pour permettre la propulsion. Alors bien sûr, on est surtout sur de l'appairage entre les Raptors et les réservoirs. N'oubliez pas aussi d'intégrer les pieds pour atterrir, et cette partie basse est effectuée. Là où se logent d'ailleurs les Raptors, c'est ce qu'on appelle la jupe, c'est vraiment la partie basse du prototype, ou du moins du véhicule. Étape 2, on fabrique et assemble la section qui accueille le réservoir d'oxygène liquide. On a bien évidemment un tuyau de descente qui permet aussi de loger un réservoir de méthane pour l'atterrissage. Puis ensuite, tout en haut, on place un dôme commun qui va lui permettre de séparer le réservoir d'oxygène liquide et de méthane. Le réservoir de LOX est en bas et le réservoir de CH4 est au-dessus. On enchaîne par la suite par la fabrication de la section accueillant le réservoir de méthane qui tout simplement accueillera le méthane. Avec au-dessus le dôme supérieur qui est en gros la fermeture du premier étage de ce Starship. Sur ce dôme avant ou dôme supérieur, on met bien évidemment un battery pack, un pack de batterie de modèle SX pour alimenter les flaps et le système qui est tout autour de ce véhicule. Il faut savoir aussi que dans le futur, si on va sur Mars, on aura besoin de panneaux photovoltaïques à déployer. Il faut bien évidemment des batteries pour stocker l'énergie et l'utiliser plus tard. Étape numéro 5, c'est de fixer le carénage aérodynamique, c'est-à-dire aussi appelé jig, où ce sont des supports pour les ailerons. Donc ensuite, les ailerons, on les positionne, on les place, on les fixe, et souvent on fait quelques essais pour savoir si le mécanisme fonctionne. Alors comment on bouge ces ailerons? Eh bien c'est tout simplement la présence de moteurs électriques Tesla qui sont utilisés pour les faire bouger. Donc un petit crossover entre écosystèmes, ça fait pas de mal. On a la construction d'une nose cone en parallèle qui lui va tout en haut du prototype, et en gros cette partie supérieure forme le second étage, c'est là où on peut avoir du cargo ou encore bien évidemment des vies. Alors on fixe les gigs, donc les supports, on fixe les ailerons, puis on assemble tout à une section renforcée, ce qui forme vraiment la partie supérieure du prototype, du moins du véhicule. Alors on assemble, on soude les deux étages et hop, on a un Starship. Alors en fonction des prototypes, on intègre les Raptors, c'est-à-dire les moteurs avant ou après les tests. Avec les images de SN9 qu'on a eu avant sa chute, le prototype avait déjà ses Raptors, donc SpaceX se dirige vers une confiance absolue en l'étanchéité de ses réservoirs, donc ils misent sur quelque chose de sympathique. C'est pour ça qu'ils mettent les Raptors avant, alors qu'avant ils les mettaient après les tests, parce qu'il y avait avant un test cryogénique permettant de vérifier s'il n'y avait pas de fuite, et ce qui remplaçait les moteurs, c'était un simulateur de poussée.
Alors dans le futur assez lointain, on installera à l'arrière du prototype des tuiles formant en gros le bouclier thermique pour éviter que le prototype se désintègre dès qu'il rentre dans l'atmosphère, parce que oui, le prototype, du moins le Starship, revient dans l'atmosphère à l'horizontale. Alors c'est bien de parler de fabrication, mais comment on teste un Starship? Alors oui, là on va pas parler forcément de SN5 à SN6, ils ont fait quelques petits sauts, mais là on va parler vraiment de la phase et de la batterie de test qu'on a par exemple sur SN8 ou bien même SN9. Alors si on parle aujourd'hui du futur avec SN9, on a quelques changements bien évidemment et à chaque fois ça va être actualisé. Un exemple assez simple, tout d'abord on embête tout le monde, hein. On crée des bouchons sur la voie Boca Chica, sur la route, en transportant le prototype. Alors oui, là j'ai une image de SN8 qui n'avait pas encore son nose cone, mais dans le futur, les prototypes seront directement envoyés sur le pad de lancement avec un nose cone. Alors l'étape 2, c'est le test cryogénique qui permet de vérifier les réservoirs si aucune fuite est présente. On teste aussi les RCS qui sont là aussi pour rediriger le prototype en vol. Et puis l'étape numéro 3, c'est une étape de pré-burner, c'est la pré-combustion. On regarde si les Raptors, du moins les moteurs, arrivent à rentrer sur une phase de pré-allumage. Alors on a ensuite en étape 4 l'allumage statique, donc on voit si tout va bien au niveau des Raptors, si les Raptors rentrent bien en combustion. Et puis étape finale, l'étape 5, où nous avons un merveilleux vol avec des objectifs différents, et on réitère le tout jusqu'à ce qu'on arrive à des résultats satisfaisants, et l'objectif c'est aussi de récolter des données. Ouais, c'est incroyable, c'est des essais, mais vous allez me dire comment se passe en réalité un vol en Starship et Super Heavy. Si on n'est pas con et qu'on réfléchit un peu, Super Heavy propulse Starship, ensuite on arrive au MICO, Main Engine Cutoff, où là on éteint les 28 Raptors du Super Heavy, on a la séparation de Starship et de Super Heavy, on a l'allumage des propulseurs du Starship, on a le retour de Super Heavy, l'atterrissage, on connaît. On a aussi le déploiement, du moins par exemple de satellites ou autres. Et puis on a le retour de Starship dans l'atmosphère à l'horizontale. On a la belly flop, qui est cet effet qu'on a vu lors de l'atterrissage. Et hop, tout est ok s'il n'y a pas d'explosion. Maintenant on va faire un débrief du vol de SN8, on va analyser la situation, on va comprendre pourquoi il a explosé. Alors avant, on doit bien sûr parler de la philosophie d'essai. Beaucoup de personnes ont été choquées lors de l'explosion de SN8, disant que SpaceX a échoué ou que c'était totalement idiot. Un essai est là pour forcément échouer. Il y aura forcément quelque chose qui ne va mal aller, c'est le but d'un test. Le but d'un test, c'est de récolter le maximum de données, de voir toutes les situations possibles lors de conditions réelles. Si on a eu plein de problèmes sur un prototype, c'est bien, parce que du coup, on sait comment les résoudre. C'est mieux d'avoir 8000 problèmes lors des phases de test que d'avoir 8000 problèmes lors de la phase de commercialisation de l'engin. Alors oui, peut-être que ça peut faire peur ou peut-être que c'est chiant d'avoir des prototypes qui explosent, mais l'objectif c'est à chaque fois de se relever et c'est là où les prochains acteurs vont avoir du mal, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont tester le réatterrissage et la réutilisation, ils vont peut-être abandonner parce qu'ils vont être découragés. Ce qu'il faut retenir avec SpaceX, c'est la persévérance et ça on l'a vu déjà avec les Falcon 9, alors le nombre de Falcon 9 qui ont raté leur atterrissage. Dès maintenant dans cette section de vidéo, on va voir ensemble le vol en lui-même, comment ça s'est passé, on va voir les différentes étapes, mais surtout les failles de cet essai. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Ainsi, dans les premières secondes, SN8 décolle, les Raptors s'allument et maintenant on commence à prendre de l'altitude. C'est cette phase d'ascension que de toute façon SN8 ne fera pas sur Terre, mais là c'est juste pour tester les Raptors ainsi que la gestion des réservoirs et du lien avec les moteurs.
AT plus 1 minute 41, on voit d'un coup un raptor qui s'éteint, mais néanmoins une flamme qui a été déviée assez violemment. On voit bien que la couverture, du moins l'isolant, commence à prendre un petit peu feu et puis s'arrête. On voit que l'arrêt a été assez brusque et qu'ils ont voulu dévier le raptor, donc le mettre sur le côté pour ne pas gêner les autres. D'après Elon Musk, tout s'est bien passé avec le Raptor, donc peut-être juste cet effet de déplacement sur un certain axe qui devrait être revu sur SN9. Donc il va juste falloir recoder le programme de lancement. AT plus 3 minutes et 15 secondes, on voit encore ce petit problème, un Raptor qui est pas assez stable quand on l'éteint. On a vu certainement une petite fuite, hein, on a vu un mouvement assez brusque qui a commencé à virer au rouge, donc peut-être une fuite puisque l'isolant a été attaqué, et là on voit que le SN8 tient à seulement un Raptor, donc c'est bien sûr pour tester la performance et l'efficacité des Raptors, car de toute façon, Starship ne fera jamais une ascension seul comme cela. Dès maintenant, on arrive sur cette phase où on éteint le Raptor restant, le SN8 commence à retomber, on voit que les ailerons commencent à se mettre en activité, on voit quelques brins de RCS, et puis l'objectif maintenant, c'est d'être à l'horizontale pour simuler une rentrée atmosphérique. Sauf que là, bien sûr, on est toujours dans une distance potable, donc pas besoin de bouclier thermique. Donc là on voit bien que cette face, qui est en fait au final l'arrière du prototype, cette face là aura les tuiles pour le bouclier thermique quand on fera des vols orbitaux. L'objectif maintenant des ailerons, bien c'est de stabiliser le prototype à l'horizontale et éviter qu'on parte faire des 360.
Pour le moment, SpaceX arrive à tout, les RCS c'est maîtrisé, les ailerons c'est aussi maîtrisé. Maintenant on arrive à une étape importante, on allume 1 et 2 Raptors, ce qui est suffisant pour atterrir. Et au final, attention, une première flamme qui devient verte, un Raptor qui lâche, puis maintenant on va mettre stop. Alors pourquoi il y a eu cette flamme verte? Eh bien, on va se référer au tweet d'Elon Musk. Alors tout d'abord, il nous dit qu'il y a eu un problème de pression, donc une pression est trop basse dans le réservoir de méthane pour l'atterrissage, c'est-à-dire que le méthane était à une pression beaucoup trop basse, et on sait qu'un moteur ne peut pas forcément bien fonctionner lorsqu'on a par exemple du méthane qui a une pression qui n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'on a perdu de l'efficacité lors de la descente, du moins pour stabiliser l'atterrissage, donc les Raptors n'ont pas été opérationnels. Vu qu'on n'utilisait plus de méthane, il restait tout simplement de l'oxygène liquide, un moteur s'est arrêté, les pieds n'ont pas pu sortir parce que la vitesse était trop importante. On voit une flamme verte. Alors pourquoi cette flamme verte? Déjà on a une forte présence d'oxygène liquide. De plus, puisque la combustion est anormale, si on se situe dans la chambre à combustion, on doit voir certainement des injecteurs et une plaque d'injection qui doivent être rongés. Ils sont en cuivre, donc c'est pour cela que la flamme est verte. Alors pourquoi il y a eu un problème de pression dans ce réservoir? Peut-être à cause des flammes de tout à l'heure qui ont pu agresser du moins le revêtement, ce qui est peu probable, ou peut-être un problème de conception sur ce réservoir en question, même si SN5 et SN6 ont fait le travail, ou tout simplement le choix de pression était inadapté à la situation. Normalement cet aspect là devrait être amélioré dans les prochains prototypes. Vu que les Raptors n'ont pas fait le travail au final, sur la phase d'atterrissage, on a l'impact et puis boum, vu qu'on n'a pas pu atterrir. Et là tout est normal et au final c'est une réussite pour SpaceX, ils ont réussi à maîtriser une nouvelle technologie avec les flaps, donc les ailerons, mais aussi à utiliser les RCS pour rester stable à l'horizontale. Donc au final, c'est un énorme succès pour SpaceX. Dès maintenant, on va parler du futur du projet avec Super Heavy ou encore Starship. Alors SN9 a eu un problème vendredi, effectivement, le support où il était, un pied a dû se casser et le SN9 a totalement basculé. Il a touché la paroi du high bay, le hangar, mais le hangar a résisté. Mais au final, Tangzilla est venu récupérer, du moins redresser le SN9. Ils ont mis un nouveau support et tout finit bien, même si on voit quelques dégâts autour d'un aileron. Alors dans quelques prototypes qui arrivent, on aura un changement sur le dôme de poussée, donc c'est quand même assez pas mal. Il nous reste quand même SN9, SN10, SN11 et d'autres prototypes. SN9 et SN10 feront normalement leur vol suborbital comme SN8 et on espère voir là un atterrissage. Aussi pour rappel, le prototype de Super Heavy qui se nomme le BN1 est toujours en attente, il est en construction, il est en assemblage, mais pour l'instant on n'a pas plus d'images. Par ailleurs, il attend surtout, je pense, le pad orbital qui est lui encore en construction. Le pad orbital, c'est le pad qui va être plus résistant pour accueillir Super Heavy, ou du moins un prototype, mais surtout faire des lancements Super Heavy plus Starship pour le futur. En attendant, normalement, on devrait avoir un premier vol orbital, donc voir un Starship qui quitte notre atmosphère en 2021, donc surtout avant fin 2021. Ensuite, on aura des missions d'essai, des missions pour prouver aux clients que tout va bien avec Starship, avec Super Heavy. On devrait peut-être avoir des missions de démonstration avec Starlink pour prouver aux clients que tout va bien. Et puis on aura un avenir assez radieux. Peut-être que toutes ces données vont changer entre temps, peut-être qu'on aura des changements d'architecture, mais cela on le verra dans le futur. Dans le futur, on aura aussi en 2023 un vol habité avec pour client un entrepreneur japonais qui fera lui le tour de la Lune sans se poser, avec à son bord quand même un équipage de SpaceX qui permettra de veiller sur la sécurité du client. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a donné plusieurs éléments autour de ce projet. Je vous invite à aller nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Vous retrouvez toutes les actualités autour de ce projet, mais aussi de Tesla, SpaceX, des Boring Company et toutes ces boîtes. C'était Mathias de Tesmania, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye!